Salut à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 17 décembre 2020, je suis Sarah Menei, vous écoutez Flash Foot sur Free Ligue 1 Uber Eats. Le moins que l'on puisse dire au sujet de cette 15e journée de Ligue 1, c'est qu'elle n'aura pas rassuré les gros cylindrés du championnat. Paris gagne sans briller contre Lorient, Lyon cale à domicile face à Brest, Marseille chute au Roazhon Park, Monaco chute encore, cette fois à domicile contre Lens, et finalement tous ont passé une soirée compliquée, sauf une équipe, le LOSC. Malgré les problèmes en interne, Lille continue sa route, imperturbable leader. C'était la 100e hier soir de Christophe Galtier sur le banc du LOSC et probablement la dernière de son président Gérard Lopez. Elles se sont conclues par une victoire nette, sans bavure, contre Dijon, la lanterne rouge de Ligue 1, grâce à Youssouf Yazici et à Timothy Weah. Lui qui avait marqué contre son ancien club, le Celtic Glasgow, la semaine dernière en Ligue Europa, a ouvert hier soir son compteur en championnat. Pas simple pourtant pour Christophe Galtier et ses hommes de préparer ce match d'hier sans être pollués par ce qu'il se passait hors terrain. On écoute l'entraîneur lillois en conférence de presse après la rencontre. J'ai eu hier Gérard Lopez, mon président, et j'ouvre une parenthèse que je vais fermer rapidement. Ce soir c'était la 100e, c'est une victoire importante pour le club. Et celle-là, je lui dis cette victoire, cette 100e, parce que c'est un homme avec qui j'ai une relation, je ne parlerai pas au passé, avec qui j'ai une relation forte sur un plan humain. C'est un homme avec qui j'ai beaucoup échangé ces 2 derniers jours, et notamment hier. Il m'a tenu informé de la situation hier soir. Nous avons beaucoup parlé, quand il était possible de parler. Et ensuite, pour ne trahir personne, Olivier Létang m'a appelé aussi pour m'expliquer la situation. Vous en dire plus, c'est très difficile, parce que depuis, je n'ai plus eu d'échange. Je vous lis, je vous écoute, vous les médias, mais je n'ai pas plus d'informations que cela, si ce n'est qu'il me semble qu'il va y avoir une autre gouvernance et que je verrai avec mon prochain président, pour le prochain propriétaire du club. Je pense que ça va, d'après ce que j'ai su, d'après ce que mon président m'a dit, que ça allait se faire rapidement. Les raisons, je ne les connais pas, mais voilà, je voudrais simplement rajouter que j'ai passé 3 saisons. Ça fait 3 ans que je suis au club. Ça fait 3 ans que je collabore et que j'échange en permanence avec mon président. Et que sur un plan humain, ma nuit et la journée et aujourd'hui était une journée très difficile. Malgré le contexte, Lille reste donc leader à l'aube d'un match importantissime qui les attend dimanche soir contre Paris. Tout de suite, un point sur les autres rencontres disputées hier soir et tout ce qu'il ne fallait pas manquer de cette 15e journée. 5 rouges en 10 matchs, ça a sifflé un peu dans tous les sens hier soir. Et puis alors, ils ont tous râlé. André Villas-Boas et les Marseillais qui en veulent à Clément Turpin, Rudy Garcia, Christophe Pélissier, les Bordelais qui réclamaient un pénalty oublié, semble-t-il, par Madame Stéphanie Frappart. Clairement, c'était pas la soirée de l'arbitrage. Et on commence par la chute de Montpellier face à Metz. Ce match, c'était l'occasion pour les Montpelliérains de confirmer leur bonne forme du moment, d'enchaîner et de pourquoi pas finir la 15e journée sur le podium. Mais voilà, l'équipe de Michel Derzakarian a été stoppée par un FC Metz au réalisme implacable. Après avoir dominé le premier acte, Montpellier s'est un peu perdu en seconde période. Au retour des vestiaires, TJ Savanier est concédé un penalty. Caron Leia-Izeka s'est chargé de transformer. Les 2 portiers, Alexandre Oukidja et Jonas Somlin, se sont rendus coup sur coup en fin de rencontre. Un contre conclu par Habib Maïga a scellé finalement le succès de Metz qui n'avait plus gagné depuis le 1er novembre dernier. Score final 2-0 pour les Grenats à la Mosson. Mais aujourd'hui, Metz s'inquiète pour Kevin Endoram alors qu'il semblait sur le chemin du retour après son opération du tendon d'Achille au mois de juin. Endoram s'est de nouveau blessé lundi. Il doit passer ce jeudi une IRM. Lui qui espérait retrouver les terrains avant la trêve devra attendre les résultats de ses examens en cette fin de semaine pour savoir s'il pourrait être dans le groupe messin qui affronte Lens samedi. Dans un match qui sentait la crise, Reims respire un petit peu après sa victoire contre le FC Nantes hier soir à Auguste Delaune. Les Rémois qui venaient d'enchaîner 5 matchs sans victoire ont enfoncé un peu plus le FC Nantes. El Bilal Touré, Boulaïdia, puis Mathieu Cafaro, déjà passeur et enfin un buteur donc pour son retour à la compétition, ont fini d'achever les Canaries qui menaient pourtant depuis le quart d'heure de jeu grâce à Nicolas Pallois. Malgré un but de Ludovic Blas, Nantes n'a pas réussi à revenir et flirte aujourd'hui dangereusement avec la zone rouge. Ils sont 16e aujourd'hui.
Oui, Nantes joue le maintien. Patrick Collot l'a dit lui-même en conférence de presse d'après-match. Score final 3-2 pour Reims. Sur les réseaux sociaux aujourd'hui, la Brigade Loire, principal groupe d'ultra nantais, a appelé à une nouvelle manifestation dimanche entre 13h et 14h30, juste avant le derby contre Angers. Donc une manifestation pacifique et statique cette fois, dont l'issue sera, on l'espère, différente de celle du week-end dernier, puisqu'elle avait dégénéré avec l'intervention des CRS. Les supporters se donnent rendez-vous à un arrêt de tramway juste devant la Beaujoire. Chute encore à l'arrière du peloton avec Dijon qui s'est donc logiquement incliné contre Lille et Nîmes qui, comme Nantes, s'enfonce un peu plus dans la crise. Cette fois, ce sont des Niçois réduits à 10 après l'exclusion de Morgan Schneiderlin et sans la moindre victoire au compteur depuis le 1er novembre qui ont battu des crocos aux Costières. Le jeune Dan Ndoye a inscrit son premier but en Ligue 1 avant le deuxième but signé Alexis Claude Maurice dans le temps additionnel. Score final 2-0 pour Nice. C'est le premier succès des Aiglons version Ourséa. Et à Nîmes, qu'en est-il de l'avenir de Jérôme Arpinon ? Cette 10e défaite en 15 matchs fait tomber les Nîmois dans la zone rouge. Ils sont 19e, les Crocos, à l'issue de cette 15e journée. Et ils ont déjà perdu 6 rencontres sur 8 à domicile. Strasbourg, porté par son duo Diallo-Ajorc, respire un petit peu, auteur respectivement de leur 5e et 6e but en Ligue 1 cette saison. Le binôme a offert une victoire importante au Racing contre Angers. Score final 2-0, Strasbourg remonte à la 14e place, tandis que le SCO, 9e, déchante et manque une occasion de se rapprocher du top 5. Une mauvaise nouvelle n'arrivant jamais seule, le SCO a perdu Angelo Fulgini et Farid El Melali, tous les deux blessés contre Strasbourg. Ils ont passé des examens cet après-midi. Mauvaise nouvelle aussi pour le Racing, alors qu'il était le seul Strasbourgeois à avoir disputé l'intégralité des minutes en championnat cette saison. Mohamed Simakan a quitté le terrain à 20 minutes du terme de la rencontre hier soir à cause de douleurs à la cuisse. On attend des nouvelles. À 21h, c'est Paris qui s'est fait une petite frayeur. Alors si vous regardez le score sans voir le match, il y a eu 2-0 pour Paris, vous vous dites 3 points, le PSG ne laisse pas Lille s'échapper et profite du résultat nul de Lyon pour passer devant les Gaunes au classement. Alors oui, d'un point de vue vraiment juste comptable, c'était une bonne soirée pour Paris, mais dans le jeu, encore une fois, les Parisiens ont déçu. Le PSG a concédé énormément d'occasions. Je vous avais dit hier qu'il avait une carte à jouer, Terem Moffi, il peut aujourd'hui regretter vraiment sa maladresse devant le but parce qu'il aurait pu faire mal aux Parisiens. Double peine aussi côté lorientais pour Andrea Gravillon. Le défenseur lorientais sévèrement exclu pour un saut dans la surface a en plus coûté un penalty à son équipe. On écoute l'entraîneur des Merlus, Christophe Pélissier, pas content après la rencontre. Ouais, c'est beaucoup de frustration. À la fois sur le nombre d'occasions ratées ce soir, j'ai donné 7 entre la première et la deuxième mi-temps. Et puis ce fait de jeu et cet arbitrage qui nous tue le match. Voilà, donc à partir de là, mis en place un plan de jeu qui a très bien fonctionné sur la première mi-temps. Sur la deuxième, voilà, une décision qui nous permet pas de continuer sur cette voie et de perdre ce match. Alors Gravillon devrait être automatiquement suspendu face au Stade Rennais dimanche, mais selon les informations de Ouest France aujourd'hui, Lorient va demander à la LFP l'annulation de son carton rouge. Verdict ce soir à l'issue de la commission de discipline. Et toujours est-il que le PSG a eu besoin donc d'un penalty pour battre Lorient, pas forcément très rassurant, alors que le PSG se déplace dimanche chez le leader lillois. Score final 2-0 quand même pour Paris. Kylian Mbappé, buteur, a désormais marqué contre 22 des 23 adversaires qu'il a affrontés en Ligue 1. Seule équipe contre laquelle il n'a pas marqué, Kylian Mbappé, la sienne, le PSG. Rafinha a lui fait 2 passes D et Moïse Kean a inscrit son 6e but au PSG. 6 réalisations lors de ses 9 premiers matchs avec Paris en Ligue 1. Au XXIe siècle, seuls Zlatan Ibrahimovic, Mauro Icardi et Neymar ont connu à Paris des débuts plus prolifiques. Par contre, il faut qu'on parle d'un truc, l'heure est grave. Il était environ 20h50 hier soir lorsque sur la pelouse du Parc des Princes est apparue une tête, ou plutôt un crâne bleu, mais bleu, genre schtroumpf un peu. C'était Kylian Mbappé et sa nouvelle coupe de cheveux. Non, sérieusement, Kylian, c'est quoi cette couleur ? Pourquoi ? Dommage qu'on soit pas en semaine internationale, parce que là, avec les 13 d'Antoine Griezmann aussi, on tenait un truc. L'attaque des Bleus, ça aurait vraiment été quelque chose. Et hier, sur la pelouse du Parc des Princes, avec Moïse Kean et ses dreads au reflet bleuté, ça faisait un peu... Bon, puisqu'on peut pas parler cheveux et chiffons pendant 1 heure, alors on va poursuivre avec la suite des rencontres de cette 15e journée. Et alors là, il y avait que pour le faire. Seuls les Girondins en étaient capables, parce qu'on peut compter sur Bordeaux pour relancer des équipes en crise. Parce que c'est notre projet.
C'était le 340e match de Ligue 1 pour Benoît Costil. Il y a eu des occasions, il y a eu des buts. Sabali a touché la transversale, mais bon, on n'était pas là pour un défi orange au Stade de France. Alors bon, forcément, ça sert pas à grand chose. Et beaucoup trop de déchets techniques chez les Girondins pour espérer faire mieux face à des Stéphanois qui se sont montrés dangereux en contre et qui ont inscrit 2 buts de l'extérieur de la surface. Dans un même match, ça ne leur était plus arrivé depuis 6 ans. 2 buts donc de l'extérieur et de beaux en plus. 7e but sous le maillot stéphanois pour Nordin qui ouvrait le score. Wang égalisé pour Bordeaux, mais Yvan Neyou enfonçait le clou à un quart d'heure du terme. Score final 2-1 pour Saint-Étienne. Les Verts n'avaient plus gagné depuis le 17 septembre dernier et du coup hier soir après le coup de sifflet final, c'était un peu... C'est la fête. Ça fait du bien, disait Claude Puel hier soir en conférence de presse. Tu m'étonnes, avec ces 3 points, les Verts remontent à la 14e place du classement. Leurs voisins lyonnais ont quant à eux perdu 2 points importants dans la course au titre ou dans la course au podium. Un Noël remanié au coup d'envoi et un match un peu fou. Anthony Lopez a passé une sale soirée. But contre son camp et pénalty sifflé pour avoir tamponné Steve Mounier dans sa surface. Pénalty que Lopez a arrêté, puis qui a dû finalement être retiré et que le gardien a encaissé. Délit de sale gueule, disait Rudy Garcia en conférence de presse. Je ne sais pas si je suis objectif, je ne sais pas si j'ai raison, mais moi je trouve qu'il n'y a pas du tout pénalty. Voilà, il y a faute de l'attaquant. C'est bien ce que je pense, ouais, qu'il est victime de sa mauvaise réputation et que depuis le tapage médiatique à Angers, on savait qu'on allait prendre un pénalty sur ce genre de situation. Bon, alors regardez les images, je vous laisse en juger. Mais catcheur, c'est sympa aussi comme carrière. Bon, score final 2-2 entre Lyonnais et Brestois. Alors, on soulignera quand même l'efficacité bretonne. 2 tirs cadrés, 2 buts et un Gauthier Larsonneur qui a eu du boulot hier soir. 9 tirs arrêtés face à Lyon. 2e meilleur total sur un match cette saison. Larsonneur égalise au passage son record personnel. Côté lyonnais, Memphis Depay buteur est lui devenu le 13e joueur de l'histoire des Gaunes à inscrire 50 buts en Ligue 1. Quand je vous disais que Lens était à l'aise à l'extérieur, les 100 et or sont allés s'imposer et avec la manière 3-0 hier soir à Louis II, un promu 7e aujourd'hui au classement qui fait honneur à ses couleurs. On écoute Jean-Louis Léca au micro de nos confrères de Canal+ hier soir. Comme je dis tout le temps, on fait pas tout bien. Mais dans la mentalité déjà on est présent. Ouais. Et puis comme je dis souvent, on essaye de rendre fiers les gens de ce club parce qu'ils le méritent énormément et on est très fiers de ramener et de redorer un peu les couleurs du club et de ramener ce club au niveau où il le mérite. Et puisqu'on parle de Lens, passage sans encombre d'ailleurs pour le club devant la DNCG. Les 100 et or passaient hier après-midi devant le gendarme financier du foot et dans le cadre du réexamen de la situation des clubs au titre de la saison en cours, eh bien l'instance n'a pris aucune mesure à l'encontre des 100 et or. Et si l'on en revient au terrain, eh bien c'est la 3e défaite consécutive quand même pour Monaco, qui dégringole aujourd'hui à la 8e place au classement. Devant eux, justement, au classement, ce sont des Rennais qui respirent et enchaînent un 2e succès d'affilée. Les Bretons stoppent la série marseillaise de 6 victoires consécutives en championnat. L'OM réduit à 10 après l'exclusion de Pape Gueye, concède un premier revers à l'extérieur en Ligue 1 depuis plus d'1 an et après 14 matchs. Score final 2-1 pour Rennes grâce à Adrien Ounou et Amari Traoré. L'OM, victime préférée d'ailleurs de Traoré, qui en 137 matchs de Ligue 1 a inscrit 3 buts, dont 2 contre Marseille. Et confirmation donc du léger renouveau du Stade Rennais qui enchaîne une 2e victoire d'affilée. Une stat met en valeur le caractère affiché par les Rennais. En 15 matchs de Ligue 1 cette saison, l'équipe a glané 12 points après avoir été menée au score. Côté marseillais, Gueye buteur est exclu moins d'un quart d'heure plus tard après avoir donné involontairement un coup de coude à Mbaye Niang. Eh bien, sa sortie a changé complètement la physionomie de ce match et aujourd'hui, les supporters sont en colère contre l'arbitre de la rencontre, monsieur Clément Turpin. Il y a même une pétition qui a été lancée pour qu'il n'arbitre plus les matchs de l'OM. Non, c'est pas une blague. L'entraîneur marseillais André Villas-Boas, après le match, était lui aussi bien remonté contre l'arbitrage de monsieur Turpin. Écoutez-le. Bon, oui, c'est vrai que le moment d'expulsion change tout le match. C'était notre meilleur joueur à ce moment. C'était impressionnant. Bon, je suis beaucoup dessus avec l'arbitre parce que je pense que c'était pas un rouge. Il n'a rien d'intention de faire mal à Niang. Il ne sait même pas que Niang est là. Si on ne peut pas sauter pour gagner un ballon, qu'est-ce qu'on va faire du foot maintenant? Après, je ne sais pas si on manque de règlement ou non. Peut-être que je me rate, mais j'ai un peu d'informations. Bon, comme on savait, l'OM et l'équipe continue avec moi et sans moi à être l'équipe plus cartonnée des championnats, ça continue. Alors malheureusement, il n'y a pas que contre l'arbitrage qu'il était remonté à VB, remonté contre les journalistes aussi. Ça fait 2 fois déjà qu'il s'en prend à la presse locale. Et hier, ça a un peu dégénéré. André Villas-Boas s'en est pris ouvertement à un journaliste de la Provence après la rencontre. Tête contre tête sur le parking du Roison Park, c'est son adjoint et compatriote Ricardo Carvalho qui l'aurait retenu. Une dernière info, le maintien de la Coupe de France dans son format
actuelle. Alors que le 5e tour a pu se jouer il y a quelques semaines, tout s'est ensuite arrêté à cause du coronavirus. Initialement, la compétition devait reprendre en janvier avec l'entrée en liste des équipes de Ligue 1 comme chaque année, mais ce sera pas le cas. Aujourd'hui, le comité exécutif de la FFF a adopté un format inédit, le but étant de disputer les 16e de finale de la compétition fin février, sauf si le coronavirus vient encore s'en mêler. Et pour connaître les 32 équipes de ce tour, la FFF a mis en place plusieurs choses. D'abord, les clubs amateurs s'affronteront entre eux pour qu'il n'en reste que 17. Concernant ensuite les formations de Ligue 1 et Ligue 2, la Fédé a également prévu que les clubs de Ligue 2 jouent entre eux pour n'en garder que 10 au final. Et ces derniers joueront un autre tour avec les 20 clubs de l'élite, les 20 clubs de Ligue 1 pour avoir les 15 derniers qualifiés pour les 16e de finale. Une manière de gagner du temps dans cette saison très particulière. Allez, on passe à notre déclat du jour. Elle est signée Dembaba. C'est mon cœur qui parle. Et vous avez un chef d'espoir qui est une retenue. Plus d'une semaine après PSG, Başakşehir en Ligue des Champions, qui a vu les joueurs des deux équipes quitter le terrain après que le 4e arbitre a été accusé de racisme, je vous le rappelle, à l'encontre de l'entraîneur adjoint des Turcs, Achille Webo. Eh bien, Dembaba, qui a mené un peu cette fronde, est revenu sur cette soirée dans une interview à la télévision turque. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'attaquant sénégalais en veut à Thomas Tuchel, à qui il reproche de ne pas avoir été solidaire des joueurs parisiens estambouliotes. Je cite Dembaba: certaines personnes de Paris, ou plutôt une personne, j'aurais aimé qu'elle soit devant la caméra et qu'elle explique comment elle nous a traités. Je n'accepte pas ça, je parle du manager du PSG. Il a eu une discussion avec un ou deux joueurs de notre équipe et il nous a blâmés pour ce qui s'est passé. C'est son problème, pas le mien. C'est pas quelque chose que je vais partager face caméra, mais si je le vois un jour, j'en parlerai avec lui. Voilà, Dembaba qui accuse un peu l'entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, d'avoir donc blâmé les joueurs de Başakşehir au moment où ceux-ci ont décidé de ne pas reprendre le jeu. Mais Dembaba qui salue quand même l'attitude des joueurs parisiens avec, je le cite, « Chapeau aux joueurs du PSG car ils auraient pu rester sur le terrain et dire nous sommes là pour jouer, mais ils ont décidé eux aussi d'arrêter. » Allez, on vous partage notre coup de cœur dans Flash Foot. Kakuta, Rafinha, Weah, Larsonneur ou Gay, j'avais un peu le choix aujourd'hui, mais parce qu'on n'a pas beaucoup eu l'occasion de mettre de bonnes notes aux Stéphanois en ce début de saison, eh bien j'ai plutôt choisi Yvan Neyou. Alors je vous entends d'ici, c'était peut-être pas son meilleur match sous le maillot des Verts hier soir face à Bordeaux, mais quand même, Stéphanois le plus dangereux vendredi dernier contre Angers, il s'est encore beaucoup projeté hier soir, il grattait des ballons un peu partout sur le terrain, sa technique et son jeu aussi dans les petits espaces ont fait beaucoup de bien à ses coéquipiers. Titularisé au milieu de terrain, buteur stéphanois de la seconde période, il a permis aux Verts de s'imposer et de renouer avec la victoire en ouvrant au passage son compteur de buts en Ligue 1. Prêté par Braga depuis le début de saison, je vous rappelle qu'Yvan Neyou, 23 ans, a été transféré pour de bon à l'AS Saint-Etienne qui a levé l'option d'achat mi-novembre et lui a fait signer un contrat le liant au club jusqu'en 2024. Une bonne trouvaille pour l'instant. Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était Sarah Menei, vous écoutiez Flash Foot et on se retrouve demain.